Si vous suivez cette chaîne depuis un minimum de temps, vous savez que jusqu'à maintenant, tout ce que je crée était créé avec un iPhone, faute d'ordinateur qui tienne la route. Le problème, quand on fait du montage vidéo et tant bien que mal du graphisme et du motion design sur un écran tactile de 5,8 pouces, c'est que déjà les possibilités sont assez limitées pour être honnête, et au-delà de ça, c'est tout sauf confortable. C'est la pire chose. Je me suis donc dit qu'il me fallait le plus vite possible quelque chose qui tienne mieux la route. Et ça tombe bien, parce que le 10 juillet 2021, j'ai acheté un MacBook Air. Et je me suis dit qu'après 3 mois à l'utiliser, je pourrais vous donner mon avis dessus. Et étonnamment, ce qui m'a le plus plu, c'est parce que tous les tests ont décrit comme révolutionnaire à sa sortie, à savoir la puce M1, mais plutôt la qualité de fabrication et l'attention aux détails. Et ça peut paraître entièrement normal si vous avez déjà un Mac ou complètement insignifiant si vous avez déjà un PC, mais je trouve qu'au contraire, c'est super important. On a tendance à le négliger et je serais prêt à laisser de côté un peu de performance pour garder ce côté bien fini. Parce qu'un ordinateur, encore plus dans mon cas, c'est avant tout une outil de création, et s'il est inconfortable, on va vite le délaisser. Et donc arrêtez de créer. Croyez-en mon expérience. Une chose est sûre ici, en termes de qualité de fabrication, on est servi. Le Mac est super bien fini, il dégage une impression très premium, encore plus en gris sidéral. Il est minimaliste mais en même temps, il a l'allure. Et en parlant de minimalisme, le fait qu'il n'y ait que 2 ports USB-C joue pas mal, c'est vrai. C'est un point qui a beaucoup été critiqué, vous le savez sûrement, mais depuis plus ou moins 2016, les Mac n'ont plus que 2 ports USB-C et une prise jack. Et pour être complètement honnête, ça me dérange pas vraiment, franchement. C'est pas vraiment un problème, étant donné que je stocke la majorité de mes fichiers sur iCloud depuis plusieurs années, donc pas besoin de disque dur. J'enregistre avec mon iPhone, donc pas besoin de carte SD non plus. Mon micro se branche en jack et le Mac en a une. Le seul adaptateur dont je pourrais avoir besoin pour le coup, c'est pour l'USB-A. C'est une connectique qui est clairement beaucoup trop répandue. Je veux dire, la plupart des appareils que j'achète ou que je reçois ont un câble vers l'adaptateur en USB-A, et puis même dans la rue, les restaurants ou tout simplement chez d'autres personnes, les adaptateurs secteurs sont rarement en USB-C. Donc si moi je me ramène avec tous mes câbles que j'ai changés vers l'USB-C pour pouvoir les brancher sur mon Mac 2 fois par mois, ça va pas être giga pratique. Et puis même au lycée en fait, tout simplement, c'est pas rare de devoir utiliser une clé USB et je vais pas me ramener avec une clé USB-C. Donc voilà, j'ai un seul adaptateur pour l'USB-A, je le sors 2 fois par mois et je trouve que c'est pas vraiment un problème, surtout si par la suite c'est pour avoir un design comme celui-là. L'écran est franchement très bon, il a la résolution originale de 2560 par 1600, c'est donc du 1440p avec un ratio un petit peu plus haut que du 16:9 qu'on voit partout. Je trouve que c'est un ratio assez confortable franchement. Alors c'est vrai, on a des bandes noires sur l'écrasante majorité des vidéos, mais en même temps je trouve que le 16:9 est assez étriqué sur la hauteur. Donc là c'est cool, ça permet d'afficher plus de contenu sans pour autant perdre en portabilité. C'est assez pratique et c'est un bon compromis. Au fait, il a le bon goût cette année d'être certifié P3. Le P3 c'est une norme de fidélité des couleurs, ça vous assure que le bleu de votre projet Illustrator que vous allez rendre à votre client, c'est bien le vrai bleu que vous avez eu sur votre écran. Voilà, c'est pas indispensable, mais ça fait toujours plaisir. Et puis indirectement, si l'écran est plus haut, il faut que le reste de l'ordinateur suive. Et en l'occurrence, c'est le trackpad qui est plus grand. Le trackpad, parlons-en. Quelle merveille! Déjà, il est super grand. Pour dire, j'ai un iPhone 10 et il est à peine plus haut que le trackpad n'est large. Au-delà de ça, il est franchement confortable, il produit un son qui est très agréable. Et je pourrais même dire que c'est l'un, si ce n'est le meilleur du marché. Mais je vais pas le faire, parce que je suis pas un expert en trackpad. Bon, mais jusque là c'est des détails, c'est pas ce qu'on regarde en pro. Ce qu'on regarde un peu plus souvent en revanche, c'est du côté des performances. Et dans ce domaine-là, le Mac n'a encore une fois rien à envier à personne. Vous n'êtes probablement pas sans savoir que depuis novembre 2020, pas mal d'ordinateurs de la gamme d'Apple n'utilisent plus les processeurs Intel comme depuis 2005, mais la propre puce d'Apple, la M1. Ils sont fixés pour objectif d'équiper toute leur gamme de Mac d'ici fin 2022, et pour l'instant il y a le MacBook Air, le MacBook Pro, le Mac Mini, l'iMac et même l'iPad Pro qui ont la M1. Bon, alors j'ai pas de Mac Intel pour comparer, donc je peux pas vous dire si c'est révolutionnaire ou pas, mais ce que je peux vous dire c'est que c'est largement suffisant. Vraiment, vous n'atteindrez pas les limites de la M1, elle se laisse décontenancer par littéralement aucune situation. J'ai utilisé Premiere Pro, After Effects, Photoshop et il n'y a eu aucun lag, aucun ralentissement et le Mac a à peine chauffé.
Enfin, j'aimerais quand même rappeler 2 choses. La première, c'est qu'on parle de 3 apps même pas optimisées pour la M1. C'est-à-dire que, pour faire le plus simplement possible, la puce M1 ne fonctionne pas sur le même principe que les processeurs Intel. La M1 est basée sur l'ARM, alors que les processeurs Intel sont en x86, comme si la M1 parlait français et les processeurs Intel allemands, par exemple. Du coup, les logiciels qu'on utilisait jusqu'à maintenant sont faits pour parler allemand et se faire comprendre par les processeurs Intel. Mais la M1 ne peut plus les comprendre vu qu'elle parle français. Du coup, il y a besoin d'un traducteur pour que la M1 comprenne les apps qui ont été faites pour le x86, et en l'occurrence, c'est Rosetta 2. Le Mac le téléchargera la première fois que vous ouvrirez un logiciel fait pour les processeurs Intel. Sauf que, du coup, Rosetta 2 prend pas mal de ressources, et c'est déjà un exploit que les logiciels Intel ne tournent pas moins bien. La deuxième, c'est qu'on parle quand même du MacBook Air, l'ordinateur le plus d'entrée de gamme d'Apple. L'année dernière, il avait un i3, et moins cher, ça n'existe pas. C'est limite un ordinateur fait pour les grands-mères et les étudiants, et pourtant, regardez de quoi il est capable, ça se passe de commentaires. Une autre chose qu'apporte la M1 qui est franchement cool, c'est pour l'autonomie. Et les choses n'ont clairement pas été faites à moitié puisqu'on passe de 10 à 18 heures d'autonomie sur le MacBook Air et de 10 à 23 heures sur un MacBook Pro. Et encore une fois, c'est pas possible, vous ne déchargerez pas le Mac en une journée. Perso, je le recharge à peu près tous les 4-5 jours en utilisant 4 heures par jour, et ça permet aussi de drastiquement réduire la chauffe, à tel point que le MacBook Air n'a pas de ventilateur. Et effectivement, je confirme, il n'y en a pas besoin, vraiment, le Mac chauffe très peu, encore moins pour des usages grand public, c'est pourquoi il est fait de base, rappelons-le. Ça fait franchement plaisir ça aussi. Avant de conclure, il y a une dernière chose dont je voulais parler, et la chose en question, c'est macOS. Et je trouve que c'est comme le design et l'attention aux détails. On a tendance à l'oublier et à le négliger complètement, mais c'est super important. Et peut-être même plus que le design de l'ordinateur qui lui sert de support. Et même si je pense évidemment toujours ce que je dis dans ma vidéo sur Windows 11, je trouve macOS beaucoup plus confortable. Pas tant pour la stabilité, ça franchement, j'avais pas trop de problèmes sous Windows, mais tout est beaucoup plus vivant, encore plus depuis la mi-2020 avec l'arrivée de macOS Big Sur. Tout est arrondi, coloré, animé et le neumorphisme ne gâche rien, bien au contraire. Contrairement à Windows, évidemment, on a tous les avantages de l'écosystème Apple, iMessage, le presse-papier universel, AirDrop, iCloud et tout ce que ça implique. Et encore une fois, c'est pas indispensable, vraiment pas. Mais qu'est-ce que c'est confortable? Je prends une photo avec mon iPhone, je peux la retoucher sur mon Mac ou l'intégrer à mon montage 20 secondes plus tard. Je tourne une vidéo pendant 2h30, 10 minutes plus tard, elle est sur mon Mac. Je commence une conversation dans iMessage sur mon iPhone, je peux la continuer sur mon Mac. Ça paraît insignifiant dit comme ça, mais c'est tous des détails mis bout à bout qui rendent le Mac unique. C'est pas juste un appareil qui nous permet de faire des suites d'actions, mais un produit avec lequel on interagit au quotidien. Il est malin, et il a du sens. Bon, mais alors la conclusion de tout ça c'est quoi? Est-ce que ça vaut le coup de lâcher ce MacBook Air ou pas? Oui. Très clairement oui, mais ça dépend. Déjà, il est cool, c'est une très grande avancée, etc. Mais si votre ordinateur actuel est encore fluide, je vous conseille quand même d'attendre. Et d'ailleurs, j'y pense maintenant, mais ça fait quand même 5 ans qu'on a le même design, et ça m'étonnerait pas qu'il y ait une nouvelle génération d'ici peu. Maximum fin 2022 si je devais faire un pronostic. Du coup, si votre ordinateur actuel est encore fluide et que ça presse pas spécialement, attendez quelques mois, voire 1 ou 2 ans. La prochaine génération, ça vaudra beaucoup plus le coup d'ici là. Non seulement votre ordinateur actuel aura besoin d'être changé, mais en plus, vous aurez un ordinateur tout beau tout neuf avec un nouveau design, de nouvelles features et puis la M2 aussi, et ça vaudra beaucoup plus le coup de l'acheter à ce moment-là. Si vous êtes un professionnel dans le domaine de la création et que vous utilisez beaucoup la suite Adobe, ce genre de choses, je vous conseille quand même d'aller vers le MacBook Pro. C'est pas indispensable, franchement il y a très peu de différence entre les deux, mais mine de rien, au bout de plusieurs heures dans Photoshop, Premiere Pro, After Effects, ce genre de choses, il commence à devenir relativement chaud. C'est pas spécialement dérangeant, mais à force, le ventilateur peut pas mal aider. Et puis, mine de rien, dans des tâches lourdes, encore plus sachant que la suite Adobe n'est pas optimisée pour la M1, la batterie se décharge plus vite, et comme le Pro a une meilleure autonomie, ça sera plus confortable. Si vous n'êtes pas un pro et que votre ordi n'est plus très fluide, tant mieux, vous êtes concerné par aucun des deux cas de figure que je viens de citer. Franchement, foncez, vous verrez, ça change la vie. Et si vous êtes Windows, vous verrez, macOS fait franchement plaisir. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le like, l'abonnement, le partage. Et d'ailleurs, si vous avez des questions ou que vous avez vous-même le MacBook Air et que vous pensez que j'avais oublié quelque chose, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et puis, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut!